Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Canal 2 et International, votre chaîne de télévision. À la une de cette édition, le calvaire des usagers de la route Douala et Konsamba, département du Mungo, au niveau de Njombe, Mouyouka, Mbanga, difficulté de déplacement pour les automobilistes de ce côté-là, nid de poules, d'Odan sérieusement agressif, perte de temps assurée, mise en danger également des véhicules. C'est pratiquement un cri d'alarme que lancent les populations et les usagers de cette partie de la route chemin de croix. Véritable labyrinthe, on suivra les traces et les pas des véhicules dans cette édition. Opération de charme ou offensive, la Côte d'Ivoire garde de plus en plus vers le Cameroun. On annonce pour le mois de juin prochain une visite de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, juste derrière la visite du ministre ivoirien de la communication, mais également d'une importante délégation militaire ivoirienne dans notre pays. Qu'est-ce qui attire la Côte d'Ivoire au Cameroun? Quels sont les fils de ce nouveau mariage très visible entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? La réflexion sera menée dans cette édition. Et puis la Confédération africaine de football poursuit son périple au Cameroun pour visiter et évaluer les infrastructures sportives en matière de football. L'étape du Sud-Ouest a été consommée aujourd'hui avec quelques bons points de ce côté-là, notamment le nouveau stade de Limé, des bons points qui pourraient aider le Cameroun à gagner l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine de votre journal. Une fois de plus, bonsoir. Dans cette édition, on parlera naturellement du déplacement du chef de l'État camerounais pour la France. Il est à Paris, le président Paul Biya, pour prendre part demain à ce sommet convoqué par François Hollande sur la situation de Boko Haram. Le Cameroun, le Nigeria et quelques pays voisins vont prendre part à cette rencontre. Les enjeux vous seront proposés dans la troisième partie du journal. Mais d'abord, ces voyages difficiles pour les usagers de la route, notamment du côté de Njombe, du côté de Mouyouka et même jusqu'à Mbanga. Plusieurs localités qui constituent désormais un véritable chemin de croix, un calvaire pour les usagers. Luciano Djako a baladé sa caméra de ce côté, le texte de Kachitulu Elanga. C'est un panorama qui décourage tout usager qui s'engage sur la nationale numéro 5. L'entrée de la localité de Njombe effectue une véritable descente aux enfers. Ces dodanes entourées de crevasses ont largement influencé le trafic. Et tant pis pour les véhicules très bas, si le cardan n'en prend pas de coup, ce sont les pneus qui vont y passer. Il faut alors faire valoir son génie pour éviter les barres de fer plus dangereuses que des épées. Les dodanes qui sont en Njombe, c'est les dodanes sauvages. C'est vraiment les dodanes sauvages. Puisque quand vous passez, c'est le ventre de la voiture qui traîne par terre. La voiture devient comme la tortue. Certains usagers de cet axe ont trouvé une alternative pour contourner cette grille de fer. On roule de façon sinueuse et au ralenti. Souvent, il y a même le train qui percute des voitures ici. Il y a des motos qui dérapent, qui s'entraînent, qui vont au champ. Il y a souvent des morts. Et là, à l'heure actuelle, il y a maintenant des 3e positions, 4e positions, si bien que même les piétons ne peuvent plus circuler en paix. Plus loin, dans la localité de Mbanga, à quelques kilomètres du péage, ces immenses nids de poules empêchent la fluidité et le plus extraordinaire, c'est lorsque le train est annoncé, puisque le chemin de fer traverse cette route. Par jour, par semaine, il faut échanger 3 pneus. Les 3 pneus reviennent à combien? Combien de voitures roulent ici? La route nationale, qui est là, les ministres passent ici. Pourquoi eux, ils ne réparent pas les routes? Ils doivent réparer les routes. Les jeunes de la localité ont trouvé une astuce assez précaire pour réduire les risques d'accident, mais elle demeure très limitée en attendant la réaction des autorités administratives. Allons un peu plus loin, dans le département du Honkam, on reparle encore de cannabis à Kekem particulièrement. Il y a eu arrestation et mise aux arrêts, en tout cas, de quelques personnes reconnues coupables de commercialisation de ces stupéfiants. On sait que c'est une activité interdite au Cameroun et les autorités ont décidé cette fois-ci de passer au feu, de brûler un important champ de cannabis. Christian Bousseux. Comme précédemment annoncé dans nos éditions d'information faisant suite à l'arrestation de vendeurs de cannabis à Bafang, le préfet du Honkam, Essoa Eloy Gabriel, a effectué ce jour un déplacement au lieu d'Inkambo
dans l'arrondissement de Kekem à l'effet de détruire un champ de chanvre indien, ce conformément à la volonté du gouvernement. Nous avons eu une information, vous savez qu'on travaille en s'appuyant sur les informateurs, qu'il y a un grand trafiquant de chanvre indien et qui avait établi un réseau. Il cultive le chanvre ici, il le sèche et il approvisionne les marchés de Douala, donc en Samba, à l'extérieur de notre pays. Nous avons, avec l'appui de M. le procureur de la République, ouvert une enquête. C'est donc après avoir traversé de nombreux obstacles que la forte délégation a atteint le dit champ. Après constat et évaluation des travaux, chacun a mis la main à la tâche pour arracher des plants de cannabis afin de les brûler à l'essence et aux pesticides. Pour le procureur de la République, c'est le résultat d'une série d'enquêtes. 3 individus sous la main. On va les exploiter davantage si on peut avoir le maximum de personnes. Mais pour le moment, ce n'est pas du menu fretin. Et puis ce champ qu'on est en train de découvrir, je crois qu'on va le détruire. Et c'est un avertissement à tous ceux qui se lancent dans cette filière. Le commissaire Fandaï Bizaha a tenu à remercier le concours des populations qui a permis à ces arrestations. Je dis d'abord merci à ce citoyen qui a pu me livrer cette information selon laquelle, depuis notre rafle du 30 avril à Bafang, nous avons oublié, selon cette information, un bloc du quartier Aoussa et que dans ce bloc résiderait un certain Jumso Samuel qui est le grand vendeur de chanvre à Bafang. C'est donc après la besogne que tout le monde est reparti de cette zone bien reculée de l'arrondissement de Kekem. De très belles images dans cette plantation de cannabis, hein. Veste et cravate assurées pour lutter contre cette pratique, mais également l'écharpe vert ou jaune pour le maire, même de ce côté-là. Le même maire qu'on reverra certainement le 20 mai à la place des fêtes du côté de Kekem. On parle justement des préparatifs du 20 mai, la fête de l'unité nationale. À Douala, la place de l'UDA qui est en train de peaufiner sa toilette. Mais aujourd'hui, le regard des observateurs a été tourné vers la préparation des forces de l'ordre, toutes catégories, y compris l'administration pénitentiaire. C'était une grande répétition suivie par l'Urogène Wadjou. Place de l'UDA, ce vendredi 16 mai à Douala. Les techniciens de la communauté urbaine s'activent, pinceau à la main et badigeonnent. Ils en ont pour 3 jours pour donner de l'éclat à la tribune officielle avant la grande parade de militaires et civils du mardi 20 mai. Les travaux consistent en le rafraîchissement des tribunes, les peintures, le pentisol sur les sols ici. Et pour ce qui concerne le défilé, la délimitation des différents carrés, le traçage des coups de bouc et le début de salut pour les militaires et la fin du salut du défilé. Du côté de nos forces de défense, aucun détail de nature à déteindre sur l'éclat du défilé militaire n'est négligé. Par section et par carré, le passage des troupes est scruté à fond et les défauts aussitôt corrigés au cours des différentes séances de briefing avec les chefs de section et de carré. Nous avons mis l'accent sur la ponctualité. Et puis le deuxième point, c'était la rigueur ou la tenue des hommes par rapport au défilé, c'est-à-dire le respect de la fluidité du défilé, le respect des aliments dans les colonnes, les distances entre les différents carrés. Et demain, nous allons refaire la même chose. C'est n'est qu'une phase d'entraînement, mais le sérieux et la discipline observée ce vendredi témoignent de la couleur de la parade militaire de ce mardi 20 mai à la place de l'UDA. Et on le sait relativement à cette célébration, la fête de l'unité nationale mardi prochain. La journée de lundi 19 mai est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Grande répétition demain à Yaoundé au boulevard du 20 mai et certainement aussi à Douala à la place de l'UDA. Je signale qu'en seconde partie du journal, on verra comment Yaoundé vit au rythme du 20 mai déjà. Mais un arrêt à Kumba, c'était normalement la seconde étape de la tournée de lancement officielle de ces festivités par le ministre de la Jeunesse, Pierre Ismaël Bidungpat, était à Kumba. Inès Danielson.
Il y a 42 ans que les Camerounais manifestaient leur volonté de vivre ensemble dans la paix et l'unité. Un long chemin magnifié par des valeurs qui ont contribué à construire une république exemplaire. Patriotisme, tolérance et solidarité, fondement même de l'intégration nationale. La ville de Koumba en est une parfaite illustration. Ici, on retrouve plusieurs groupes ethniques. Koumba montre son sens élevé de maturité grâce à la cohabitation des formations politiques, mais surtout du parti au pouvoir et du principal parti d'opposition. La fête du 20 mai se prépare au Cameroun. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Pierre-Ismaël Biloumkwat, vient de donner à Koumba le la des manifestations civiles. Il appelle les populations à militer pour la paix sociale, la tolérance et la stabilité. Cet événement constitue l'acte 2 du lancement des festivités marquant l'an 42 de l'État unitaire. Grande mobilisation à la place des fêtes, des élites, des élus locaux, autorités traditionnelles, religieuses et administratives. Les élèves étaient également au rendez-vous. Des danses traditionnelles rehaussent l'éclat de la cérémonie. Elle offre un cocktail de sonorités musicales des dirigeants du Cameroun. Autre articulation de la visite du ministre Pierre-Ismaël Biloumkwat à Koumba, la descente effectuée à la prison centrale de Koumba. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique n'est pas arrivé bredouille. Dans ses bagages, des médicaments pour assurer une meilleure couverture sanitaire des détenus de ce. Et le défilé à Cape Town le 20 mai prochain sera présidé par le préfet du département de la Mémé, David Koulbout Aman. On va du côté de Yaoundé maintenant pour voir comment la capitale politique du Cameroun prépare cette grande manifestation. On dit que Yaoundé est pratiquement déjà au rythme du 20 mai. Confirmation avec Javis Nana. Bonsoir Javis, bonsoir Yaoundé. Jean-Jacques, et merci de nous retrouver à Yaoundé en compagnie de nos nombreux auditeurs et téléspectateurs, surtout pour préparer ce grand moment de la vie nationale. Yaoundé, la cité capitale, est parée des plus beaux atours pour ce rendez-vous important et un zoom ce soir sur la participation des sapeurs-pompiers et des anciens combattants. Ils seront dans les rangs et ils ont été suivis par Harley de Boandébé et Serge Alain Ziebou. C'est notre série sur la fête de l'unité. L'histoire du corps national des sapeurs-pompiers est intimement liée à cet homme. L'ancêtre sapeur, au Moyen-Âge, n'avait d'autre choix que cette hache pour sauver une maison ou une localité du feu que d'abattre ou saper aux alentours. L'engagement est resté le même des siècles après, fort de l'évolution du temps depuis Napoléon Ier, qui créa le premier corps professionnel des sapeurs-pompiers. Avril 1986 qui marque le début de l'organisation au Cameroun et juillet 2001 lorsque la réforme des forces de défense intègre les sapeurs-pompiers dans le corps militaire interarmé spécifique de protection civile. Le 20 mai 2014 s'inscrit ainsi dans la continuité et le corps national des sapeurs-pompiers est prêt pour le grand défilé. Nous aurons un carré tradition, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers dans leur tenue traditionnelle, à 149 personnes. Nous aurons un deuxième carré, dit carré d'intervention, avec des matériels d'intervention. Et le tout suivra le drapeau et sa garde à 6 personnes. Et le défilé motorisé va impliquer 28 engins divers. Des engins, autant des engins de sécurité incendie que de secours à personne, que de commandement. Au boulevard du 20 mai, les sapeurs-pompiers seront talonnés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Au siège de l'ONACAM, la vieille garde est en éveil avant le rendez-vous. Le directeur général règle les derniers détails. Avec l'avènement du secrétariat d'État à la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, l'Office national des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du Cameroun défilera désormais derrière le carré des sapeurs-pompiers et non plus derrière le carré de l'administration pénitentiaire. Côté culturel, le week-end est marqué par un concert géant de l'unité nationale dimanche dès 18h, c'est au musée national. Et des grands noms de la musique camerounaise dont Manu Dibango apporteront une touche spéciale à la fête aux côtés de Isnebo, Eyok et autres. Déjà ce 17 mai au boulevard du 20 mai, grande répétition militaire et civile, l'avant-goût du grand jour mardi prochain.
Merci Dobo, et c'est bien à retenir. Demain, donc, la répétition générale du défilé qui sera servi au boulevard du 20 mai ici à Yaoundé. Et donc, ce sera une occasion de voir si tout se passe bien. On parle d'autre chose à présent, c'est la célébration. Le Cameroun était à côté de la communauté internationale pour parler de télécommunications et de société de l'information. Un grand moment qui a permis à nos reporters de voir tout à côté du ministère des Postes et Télécommunications que notre pays, le Cameroun, fait des efforts importants pour se mettre au pas des innovations. Karel Mezatia et Luc Mvondo. Le Cameroun a construit depuis plus d'une décennie un réseau de transport adossé sur la fibre optique qui fournit des services à haut débit. Nous avons aujourd'hui 6000 km de fibres optiques installées. Nous avons des boucles optiques urbaines installées à Douala et à Yaoundé. Nous avons des accords d'interconnexion effectifs avec la République du Tchad et nous avons des projets d'interconnecter notre pays avec le Congo, avec le Nigeria. Les études également sont faites. Nous allons mettre en place 2 points d'échange Internet à Douala et à Yaoundé. Je précise que pour ce projet, les financements sont déjà trouvés. Pour faciliter davantage l'accès à Internet dans notre pays, le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour réduire à la baisse les prix des télécommunications, a dit le ministre des Postes et Télécommunications. Le gouvernement travaille en relation avec les opérateurs, bien entendu, pour baisser les prix, pour stimuler la concurrence. Jean-Pierre Biyiti-Biessam s'exprimait ainsi ce 16 mai à Yaoundé à l'occasion de la célébration de la 149e journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Du haut de la tribune, le représentant du gouvernement revient sur l'importance de cette journée. Promouvoir l'utilisation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, de l'Internet. Elle marque tous les ans un temps d'arrêt pour évaluer la contribution des télécommunications et des TIC au développement. Journée qui se célèbre tous les 17 mai de chaque année. L'université de Yaoundé 1 à Yaoundé est en train de prendre justement de nouveaux souffles avec des responsables qui viennent d'être nommés. Ils ont été installés ce matin par le secrétaire général de cette institution et la première règle, c'est de se mettre au service des populations parce que l'université est une institution publique. Et d'ailleurs, nos reporters ont bien retenu la leçon, Jackson Bozo et Hubert Noutchei. L'université est toujours au cœur des transformations de toute société. À Yaoundé 1, l'on en est convaincu. Nous sommes un service de recherche et d'enseignement, mais public et au service du public. Nous devons toujours nous assurer que nous donnons le meilleur service possible et que ce n'est pas le public qui est à notre service, mais c'est nous qui sommes au service du public. Des notions que le secrétaire général de l'université de Yaoundé 1 a réitérées au chef de département, vice-doyen, directeur des études, chef de division et chef de service installés ce vendredi. Il faut qu'ils sachent que c'est la performance qui est au rendez-vous. La division des logements, c'est des logements, comme vous voyez, il s'agit, n'est-ce pas, de gérer les logements universitaires. Nous devons essayer d'assainir le milieu. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de stratégie, pour nous permettre non seulement de faire cet état de lieu, de relever les problèmes qui ont miné ce secteur et d'essayer, n'est-ce pas, d'apporter des solutions en mettant en place un plan stratégique. Depuis quelque temps, l'université de Yaoundé 1 communique assez. Au ministère de l'Enseignement supérieur, le souhait est de l'avoir communiqué plus. Une tâche confiée à un jeune loup aux dents longues, pétri d'expérience, le talent avec. La communication à l'université aujourd'hui va au-delà de ce qu'il y a un événement. On invite les journalistes pour venir couvrir l'événement. Aujourd'hui, l'université est en train de changer. Elle a même changé. Sur le plan de la recherche, sur le plan de l'académie, sur le plan de la gouvernance numérique, sur le plan de la gouvernance financière. Les nouveaux responsables installés ce jour bénéficient de l'arrêté signé du MINUSUP portant nomination des personnels dans les universités camerounaises. On parle à présent de l'enlèvement des 200 élèves filles du côté du Nigeria par la secte Boko Haram. À Yaoundé, il y a eu une conférence de presse baptisée Bring Back Girls pour préciser justement qu'il faut absolument libérer ces jeunes filles. La tension internationale monte et la communauté internationale est mobilisée
pour que le Nigeria se mette au pas. Le docteur Justine Tuenkam Difo a donc précisé à travers ONU Femmes que c'est un souci majeur pour la communauté internationale et d'ailleurs les orientations de sa communication sont dans cet extrait qu'on vous propose d'écouter. Premièrement, s'associe à la campagne Bring Back Our Girls et condamne l'enlèvement odieux de nos filles. Deuxièmement, est solidaire de la campagne Bring Back Our Girls et exige la libération immédiate et sans condition de nos filles. Troisièmement, invite les professionnels des médias à être solidaires de cette chaîne humanitaire et à soutenir comme telle la campagne Bring Back Our Girls. Oui, car chacune de ces jeunes filles est le fruit de nos entrailles. Joignons-nous donc à la campagne Bring Back Our Girls. Bring Back Our Girls. And this is one of the largest... Le message passe si bien, Jean-Jacques Zé, Bring Back Our Girls. Du côté de Douala, il y a également la mobilisation et ce sont les Nigérians de la capitale économique qui vivent comme dans un martyre cet enlèvement. Vous êtes allés à leur rencontre, ils vous ont dit leurs sentiments. Je vous retourne l'antenne en vous souhaitant, Jean-Jacques, de passer un très bon week-end. À lundi. Ils disent avec leurs mots « Bring back our girls », les ressortissants nigérians vivant à Douala, la capitale économique du Cameroun. Ils sont bien nombreux. Nos équipes de reportage sont descendues sur le terrain. Il y en a qui condamnent cet acte odieux des membres de Boko Haram, mais il y en a qui décident de ne pas du tout évoquer le sujet. Guy Padek-Dika. Les Nigérians résidant à Douala réagissent face à l'enlèvement des 200 jeunes filles par la secte islamiste Boko Haram dans une école à Chibok, au Nigeria. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais vu chez moi au Nigeria depuis notre indépendance du 1er octobre 1960. Donc, dès que le président Goodluck Ebele Jonathan a pris le pouvoir, c'est le moment qu'on a commencé à voir le problème des sectes qu'on appelle Boko Haram là. Jusqu'au présent, qui lance des bombes de gauche à droite, dans l'église, dans les hôpitaux. Cela fait 3 semaines que les filles kidnappées sont entre les mains de leurs ravisseurs. Docteur Mike Okeke se donne la peine tous les jours à joindre sa famille pour les dernières nouvelles. Le jeune fille là, le Boko Haram là, a pris. Moi j'ai dit qu'il va ramener. Parce que c'est le jeune fille. Il n'est pas arrivé à l'âge. Chacun apporte à son niveau sa contribution. Le président a décidé d'interpeller une heure pour venir les aider, pour sauver la vie des filles de Chibok qui sont kidnappées depuis plus de 3 semaines maintenant. Là. Donc moi-même, je souhaiterais que l'UNE aide les nations nigériennes pour sauver les enfants innocents. Là. Par contre, à Small Lagos, l'un des quartiers les plus peuplés par la communauté nigériane à Douala, le désintérêt face à l'enlèvement des filles habite ces lieux. Cette frange de la population pense que c'est une affaire politique. Une affaire qui sera justement évoquée demain à Paris, à l'Élysée, au cours d'un sommet convoqué par François Hollande. Le président camerounais Paul Biya a effectivement pris la direction de Paris cette mi-journée dans les environs de 12h15 avec une délégation un peu allégée comprenant le ministre Amadou Ali, vice-premier ministre, ministre chargé des relations avec les assemblées, René Manuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atangandi, qui est chargé des missions à la présidence de la République, président du Conseil national de la sécurité, Martin Belinga Eboutou, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le contre-amiral Fouda et le jeune Mbela Mbela, l'ambassadeur du Cameroun donc en France. Et parlant justement de cette initiative qui suscite de nombreuses interrogations, mais surtout beaucoup d'espoir, Martial Bissok nous reparle des enjeux du sommet de l'Élysée. Ce samedi se tient à Paris un sommet africain sur la sécurité en lien avec Boko Haram.
suite à la mobilisation internationale après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par le groupe islamiste. Ce sommet, convoqué par François Hollande, qui se propose de réunir les frères africains autour d'une même table, révèle d'autres enjeux géostratégiques. Outre la fragilité de ces États africains, on constate une inertie diplomatique entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin, en plus de la fragilité institutionnelle et sécuritaire de ces pays frères et voisins. Plus de 50 ans après les indépendances, la question se pose encore avec acuité. A-t-on besoin de retourner à Paris pour discuter de nos problèmes entre Africains? Si l'assistance internationale est requise pour neutraliser la pieuvre Boko Haram, avec l'appui militaire des USA, de la France, de l'Angleterre et d'Israël, entre autres, le Nigeria, qui semble aujourd'hui ne pas être outillé militairement pour faire face à la menace intégriste, compte évidemment sur le Cameroun et le Tchad pour revoir la notion du droit de poursuite afin de traquer efficacement ces fous de Dieu, ces fous d'Allah. Tous les yeux sont désormais rivés sur Paris et au sortir de ce sommet éminemment attendu, qu'il en résulte des solutions concrètes, simples et efficaces. Dans la délégation qui accompagne le président Paul Biya se trouve également le ministre des Relations extérieures, Pierre Moukoko Mbonjo. Exemple peut-être de coopération entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On annonce pour le mois de juin prochain une visite de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne au Cameroun. Il vient à la suite d'autres visites importantes à rester au Cameroun, celle par exemple du ministre de la Communication, celle aussi d'une importante délégation militaire ivoirienne. Qu'est-ce qui peut justifier ce mariage de plus en plus visible et solide? Cathy Toulé-Langa. L'annonce n'a pas encore été officialisée par les autorités camerounaises. Mais selon une source autorisée, l'ambassade de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien là pour la première fois au Cameroun, le 9 juin prochain. De toute évidence, l'ancien Premier ministre ivoirien va certainement rencontrer les hautes autorités du pays. Une visite dont les enjeux ne sont pas encore déclinés. Des informations parues et relayées par le journal Mutation de ce vendredi. L'annonce de cette visite suscite quelques interrogations sur le déferlement des plus hautes personnalités ivoiriennes au Cameroun depuis quelques mois. En avril dernier, le pays a accueilli le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, pour une visite de 3 jours. Elle a rencontré son homologue camerounais dans le cadre de la matérialisation des accords de coopération de la communication. La ministre a laissé lire entre les lignes que sa mission était aussi de corriger l'image de la Côte d'Ivoire, noircie pendant les élections présidentielles. Toujours au mois d'avril, le ministre ivoirien de la Défense, Paul Kofi Kofi, a effectué une visite de travail avec son homologue camerounais, Edgar Alain Mbongo. L'entretien portait sur le renforcement des échanges entre les écoles de formation militaire. La Côte d'Ivoire semble donc faire une opération de charme au Cameroun. Les deux pays ont engagé des relations de coopération depuis 1962, avec une pause de 33 ans. En attendant confirmation des sources officielles, Guillaume Soro devrait être au Cameroun dans les tout prochains jours. Ouvrons les pages culturelles de cette édition du 20h avec ce parcours sur le riche patrimoine culturel africain. C'est en art, c'est en peinture, c'est en plastique. L'exposition se tient à l'espace Douala Art, ici à Douala justement. Julio Trésor Tanon nous fait découvrir cette beauté culturelle africaine. Galerie Mam à Douala à Bonanjo ce jeudi. Le public assiste au vernissage de l'exposition d'art tribal, art contemporain baptisé Mémoire d'hier, Mémoire de demain. L'exposition organisée par l'IFC de Douala est placée sous le haut patronage du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et Madame Christine Robichon, ambassadrice de France au Cameroun, représentée par le consul général de France à Douala. L'art, la culture nous quitte quand il y a inversion des positions d'organes. C'est-à-dire le cerveau arrive à l'estomac et l'estomac prend la place du cerveau. Madame la ministre des Arts et de la Culture ainsi que les invités ont effectué une visite guidée de la galerie en bénéficiant des explications de Joël Padou, peintre et plasticien camerounais reconnu sur la scène artistique internationale. C'est très enrichissant parce qu'on voit que l'art justement est en train d'évoluer en Afrique et c'est une très bonne chose surtout pour la ville de Douala. Un vrai parcours dans le passé ô combien important pour le devoir de mémoire, rendu possible avec le concours de quelques partenaires et mécènes.
J'étais déjà content de subventionner et d'être un mécène de cette exposition, mais en voyant le résultat, je suis extrêmement fier d'avoir pu participer à notre modeste niveau. La qualité des pièces qui sont exposées ici est exceptionnelle. Il faut se souvenir du passé tout en se projetant dans le futur. Vous savez, un des problèmes de l'Afrique, c'est le problème de mémoire. Et je pense que cette exposition comble une lacune qui est celle de relier le présent au passé. L'exposition Mémoire d'hier, Mémoire de demain, qui a débuté le 6 mai dernier à la galerie Mama Bonanzo, s'achève le 30 mai prochain et expose des objets issus de quelques groupes représentatifs du Cameroun, du nord du Gabon, de Guinée équatoriale, choisis sans parti pris simplement pour leur qualité plastique et esthétique exceptionnelle. Un tour s'impose donc à la galerie MAM au quartier Bonanjo ici à Douala. Amatoutou Mounako va retrouver le 18 mai à Yaoundé pour cette grande veillée artistique à l'occasion de la célébration de la fête de l'unité nationale. Mais à l'instant même, c'est Caresse Futso qui est en train de se déployer ici à Douala, la capitale économique du Cameroun. Tout cela dans le bouquet culturel, les rendez-vous culturels de l'île Pijou. L'unité nationale du Cameroun se célèbre aux côtés des artistes ce week-end. Manu Dibango et son saxophone vous donnent rendez-vous ce dimanche au Musée national. C'est un gala culturel de la célébration de l'unité nationale organisé par le ministère des Arts et de la Culture. Plusieurs artistes sont annoncés sur ce géant plateau constitué de Coco Argenté, Dynastie Le Tigre et bien d'autres figures marquantes de la musique camerounaise. Concert de l'unité toujours, cette fois c'est à Mona Télé ce samedi à la permanence du parti. Monieka, Zongagaïmouna, Ledou Marcelin, Atango de Manajama vous promettent un show exclusif. Elle va certainement vous caresser tout au long de ce week-end avec de belles mélodies de son 3e album intitulé Mokt. Caresse Futso donne un showcase à l'Institut français de Douala ce vendredi et samedi, ce sera à l'Institut français de Yaoundé. Et puisqu'on parle de l'Institut français de Yaoundé, Otto Marcelin est annoncé de ce côté-là où il chantera une 40aine de titres. À Douala, à l'espace Chloé de Dogbon ce samedi, c'est une soirée spéciale soul R&B gospel avec Mr. Nat Nathan. Retour à Yaoundé, petit pays Efata se produit au Palais des Sports de Ouarda. Ce sera le 19 mai. C'est un long week-end et il sera accompagné de Dynastie Le Tigre, FBI, Manibela, Palapala Woman. Les enfants ne sont pas en reste. Sweet Time prépare son 10e show au Castel Hall de Bonapriso. Avec méga Zumba, défilé de mode et bien d'autres surprises. Et le 20 mai est une édition spéciale. C'est l'acte 10 et nous célébrons l'unité nationale. Donc le dress code, en fait, c'est les tenues traditionnelles. Passez un bon week-end et surtout bonne fête de l'unité nationale. Fallait faire un peu. Dynastie Le Tigre et le groupe FBI qui vont donc accompagner Petit Pays, des jeunes loups aux dents très longues. Parlons sport et ses préparatifs de l'organisation, on peut le dire, de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La mission d'inspection de la Confédération africaine de football était dans le sud-ouest. Les étapes de Boya et de Limbé semblent conforter le dossier Cameroun. Allez, Belodinga. Au pied du char de Dieu, la mission d'inspection de la Confédération africaine de football a posé ses valises ce vendredi 16 mai 2014. Cette partie du pays est l'une des 5 villes sur laquelle s'appuie la candidature du Cameroun pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Amadou Diakité, l'expert malien qui conduit cette mission et ses collègues, marquent leur premier arrêt au Mountain Hotel de Boya avant de mettre le cap sur Moliko Stadium. Dans le dossier Cameroun pour la CAN 2019, le stade omnisport de Moliko est un site d'entraînement. On va essayer à implanter le gazon au stade, on va essayer à améliorer le tribune, on va essayer aussi à mettre l'eau, l'électricité au stade. La mission d'inspection de la CAF passe ensuite au peigne fin, la seconde infrastructure hôtelière de Boya. C'est un 4 étoiles fonctionnel, il est presque aux normes exigées par la CAF. L'hôtel Semébich n'en est pas aussi loin avec les installations qu'il propose. Autre arrêt, le chantier de construction du stade Game et de Limbé. Ici, les images parlent d'elles-mêmes. On peut dire que nous sommes satisfaits sur ce plan parce que notre travail, c'est de venir voir, de noter et de faire un rapport. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce sujet actuellement.
La pelouse, les gradins, la sonorisation, l'éclairage, le panneau électronique, la salle de contrôle, bref, la structure principale est achevée. Le taux de réalisation dépasse 90%. L'étape du Sud-Ouest donne des arguments forts et palpants à la candidature du Cameroun pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Grâce aux acquis du cinquantenaire de la réunification à Boya et le stade de Limbé ici presque achevé, notre pays prouve qu'il peut relever le défi de 2019. Samuel Bonis, Alain Ebelolinga, depuis Limbé. Parlant justement de défis, nous suivons le défi justement de AES Sonel, engagé à rétablir la distribution d'énergie électrique au Cameroun, notamment dans les grandes villes. Douala, quelques chantiers sont visibles. Aujourd'hui encore, on suit les traces de cette société et les engagements qui commencent à être sérieusement respectés. L'île Pijou. À terre, ce poteau est déposé ainsi que la ligne moyenne tension qui s'accrochait à sa cime. C'est qu'ici, à Yassa, une ligne toute neuve et plus performante vient d'être élevée pour satisfaire les besoins en électricité sans cesse croissants de cette zone périphérique de Douala à fort potentiel démographique. On a toujours les coupures intenses tous les jours, les aliments se gardent. Le moment venu, on va apprécier ça quand on n'aura plus de coupures. Une trentaine de poteaux soutient la ligne qui s'étend sur environ 1,2 km en ceinturant la zone dite léproserie. Le renforcement des câbles garantit une meilleure capacité de transit d'énergie. Thomas Fotso est le contrôleur de ce chantier pour AES Sonel. Il peut être fier d'avoir conduit à terme, bien avant les délais du 31 mai, cet ouvrage qui va améliorer de façon substantielle la fourniture d'énergie à Yassa Kalban. Avant, la population de Yassa connaissait beaucoup de coupures d'électricité. Maintenant, avec les travaux qu'on a effectués, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle ligne, le renforcement des câbles va permettre maintenant, va nous amener à pallier à ce problème. Dans la construction de la nouvelle ligne, on a prévu une liaison qui pourra boucler 2 lignes, de telle manière que avec un incident sur une ligne, on reprend rapidement ses clients sur la deuxième ligne et vice-versa. Bouclage de 2 lignes pour limiter le nombre d'incidents affectant les ménages. Renforcement. Le chantier de Yassa symbolise à suffisance les objectifs visés par la cinquantaine de chantiers du plan d'urgence d'AES Sonel pour l'amélioration rapide de la qualité de service. Parlons également d'un plan d'urgence, c'est celui mis sur pied par Camerco. Les usagers des vols entre Douala et Paris-Douala ont eu quelques désagréments avec la gestion des bagages. Tout cela est dû à la mise en réparation et révision du JA. Le remplacement de cet appareil n'a peut-être pas permis de gérer totalement le flux de voyageurs et la gestion des bagages. Le directeur général a tenu à donner des éclairages là-dessus. Frédéric Boto-Edimo donne quelques explications au micro de Maïra Mouloukman. Non, il faut dire que nous avons les procédures dans notre pays qui font que on ne peut pas, comme cela, louer un avion sans respecter la réglementation. La réglementation veut que nous sommes compagnie d'État et que le conseil d'administration m'autorise, ils l'ont fait par résolution. Merci au président Akamfoumou. Ensuite, il fallait que je saisisse le ministère des Marchés, ce que j'ai fait. J'ai eu l'accord du ministère des Marchés pour louer un avion, mais il fallait le payer. Et les avions, quand on réserve, j'ai réservé l'avion, il faut payer d'avance quand c'est une courte durée. Je n'ai pas pu immédiatement rentrer dans les fonds pour payer l'avion pour qu'il vienne à la veille du départ du Ndja quand il est rentré de Londres déposer la délégation gouvernementale. C'est ça la raison. Ensuite, nous avons discuté, compte tenu des relations que nous avons avec Ethiopian Airlines, que je ne paye qu'une avance. Et même là, il a fallu qu'il y ait un déblocage des moyens financiers pour le faire. Nous ne l'avons pas eu. Entre-temps, il y a les banques qui doivent
accorder le financement, participer au financement du plan de redressement, ont accepté qu'ils peuvent nous donner l'équivalent de l'avance qui était demandée. On annonce en tout cas que d'ici une quinzaine de jours, le Dia sera de retour, mais d'ici dimanche, tous les bagages restés à Paris seront acheminés à Douala pour cette étape et les autres bagages qui devront aller du côté de Yaoundé, ce sera fait par camion. Des informations rassurantes donc venant de la direction générale de Camerco. Et c'est avec ces informations que se referme cette édition du 20h. C'est un long week-end en perspective. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été fidèles. Merci de rester toujours fidèles au programme de Canal 2 International. Demain, vous serez avec Ruben Malik Djoubissi. Canal 2 International.